Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Brésil, Japon, Pyrénées et Madagascar, voilà le programme. Aujourd'hui, on part donc dans l'océan Indien, dans une ville qui rappelle étonnamment la France. Diego Suarez a longtemps été occupé par la marine française. Un drôle de coin, une sorte de terminus des âmes à la dérive, pour reprendre les mots de Nicolas Fargue, notre inspiration du jour. Vivre sans eau ni électricité dans une maison de paille, vous en seriez capable ? Eux oui, les hippies, des utopistes qui ont plaqué la ville pour vivre ici dans l'Ariège. Les Pyrénées qui s'avèrent être une terre d'accueil plus politique qu'elle n'en a l'air. C'est en pirogue que nous rejoindrons la communauté des Tatuyos. Ils connaissent l'Amazonie comme leur poche et cuisinent avec ce que la nature leur offre, du manioc, quelques fourmis et du poisson, la base de la quinhampira, un plat qui titille les papilles. C'est très fort. Ne faites pas les malins, lors de notre dernière étape du jour, nous serons à Kyoto pour l'histoire inattendue et je vous raconterai comment les Japonais ont été contraints de rendre les armes lors de ce qu'on a appelé la chasse aux épées. Allez, pour démarrer, c'est la devinette qui se déroule en Écosse. Aux portes des Highlands, à 2 heures au nord de Glasgow, vous serez aux anges si vous aimez faire corps à corps avec les éléments. Dans cette vallée de Glencoe résonnent encore les affrontements qui ont opposé au XVIIe siècle les Écossais catholiques, les Jacobites, aux protestants proches du pouvoir. Et parfois les massacres démarraient au quart de tour. Pour quelle raison stupide celui de Glencoe a-t-il eu lieu ? La réponse, vous l'aurez tout à l'heure. Pour l'instant, on a rendez-vous près d'un océan aussi bleu que les yeux de notre guide. C'est l'écrivain Nicolas Fargue qui nous invite à Madagascar, à Diego Suarez, une ville qu'il connaît bien puisqu'il y a passé 4 ans. Taxi. Là, on est au centre-ville de Diego, sur la rue principale. On appelle ça la place du Général Foch, parce que ici c'est colonie française, c'est les Français qui ont construit la ville de Diego. Est-il possible que l'ailleurs ait aussi un goût d'ici ? Quand l'écrivain français Nicolas Fargue débarque en 2002 à Diego Suarez, ville portuaire sur la pointe nord de Madagascar, appelée aussi Antsiranana, il a une dérangeante sensation de déjà-vu. Après avoir promené sa plume grinçante en Indonésie, le bourlingueur de 32 ans écrit sur le continent africain son 4e roman, Rad Terminus. À travers le regard de son personnage, Philippe, Nicolas Fargue brosse le portrait cruellement lucide des Français expatriés de Diego Suarez. Ce bout de terre oublié, vaisseau fantôme de la colonisation, lieu de tous les naufrages et de toutes les désillusions. On est tous tombés dans la folie. On est tous en train de perdre la tête. C'est Diego qui rend fou. C'est maudit, c'est vicié, c'est vénéneux. Diego, ça te fait couler, mais en même temps, c'est une drogue. Tu peux plus t'en passer. Toute folie se drape d'abord d'atours aguicheurs. Lorsque Nicolas Fargue pose le pied à Diego Suarez, la baie lui apparaît comme un Finistère où la terre et le ciel se touchent en permanence. Un mirage bleu dans lequel ils se font pendant près de 4 ans. Dehors, le ciel était bleu comme la mer. J'étais complètement étourdi par le bruit, la différence, le décalage. Je me laissais entraîner. En ville, les trottoirs pas faits, des façades sales et décrépites, rien d'intact, comme un grand chantier jamais fini. Le romancier occupe le poste de directeur de l'Alliance française de Diego Suarez, dont le bâtiment domine au centre de la ville. Alors nous sommes ici dans l'ancien marché de Diego, qui a été construit vers 1892 par les Français, donc dans le style architectural Eiffel. Plus tard, vers 1967, c'est devenu l'Alliance française. L'Alliance française, c'est vraiment un centre qui donne des cours de français, fait la promotion de la culture française
C'est vraiment un moyen pour les Malgaches, notamment moi, quand j'étais plus jeune aussi, d'une ouverture sur l'extérieur, d'une ouverture sur la France. Reconstruire ces régions que les Occidentaux aiment qualifier de sous-développées, c'est l'ambition du personnage de Philippe, un Français de 40 ans, cadre d'une association humanitaire en mission à Madagascar. Depuis l'Alliance française, son poste d'observation idéal, Nicolas Fargue nourrit sa réflexion sur la relation asymétrique entre le Nord et le Sud. Nicolas Fargue a pu vraiment s'inspirer parce qu'on a toute une partie de Diégolais qui viennent ici constamment. Et je pense que Nicolas Fargue a pu voir ce microcosme de Diego dans son institution, qui est l'Alliance française, et il a pu piquer à gauche, à droite, rencontrer des gens, différents horizons, différentes cultures, différentes confessions religieuses. Et c'est comme ça qu'il s'est fait ses idées. L'Alliance française, c'est un mini Diego. Et Diego, c'est une mini-France. Si l'ombre française se glisse dans chaque recoin de la ville, c'est parce que l'histoire a tissé un lien forcé entre les deux pays. Attirés par la position stratégique de la rade, les colons français s'y installent dès 1885. Ce n'est qu'en 1973, plus de 10 ans après l'indépendance, que la marine navale française quitte définitivement Diego. Dans le livre de Nicolas Fargue, l'hôtel de la Marine était le bâtiment emblématique de Diego. Et c'est là où toutes les grandes fêtes se faisaient. Tous les marins français étrangers séjournaient ici. La ville est engluée dans son passé colonial, mais il n'y a pas trop de moyens pour en sortir. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour moi, Nicolas Fargue a décrit Diego comme une ville étant au bout du monde. C'est le cas, moi-même j'ai ce sentiment, comme si on était oublié de tous. Comme le titre l'indique, c'est comme si on vient terminer sa vie. Diego, un drôle de coin. Un peu comme ces comptoirs oubliés qu'ils avaient pu visiter en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, mais version glauque. Un vrai dépotoir de la névrose occidentale. Une sorte de terminus des âmes à la dérive. Ces âmes à la dérive convergent vers la place Kabar, quartier le plus ancien de Diego. Il marquait à l'origine la séparation entre le secteur des colons et celui des indigènes. Philippe découvre, mi-dépité, mi-fasciné, ce microcosme d'hommes en rupture. Des retraités, des Don Quichotte anarchistes, des petits mafieux venus chercher fortune, amour et oubli. Ça me fait sourire parce que ce livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est tristement vrai ce qu'il dit. Sauf qu'il n'y a que le mauvais côté qui voit. Il y a des passages que je connais par cœur. Il y a des mots cinglants, des mots très durs. Il y a des gens qui sont venus ici et qui refont leur vie ici. Comme il le dit, qui n'ont plus leur place en Occident. Ils sont heureux. Ah, bien joué. Derrière l'apparente fraternité entre les deux mondes, le narrateur constate un sentiment de supériorité persistant chez certains Vasas, les étrangers en malgache, qui considèrent toujours Diego comme un appendice de leur royaume. Quand les boules de pétanque s'entrechoquent, les langues se délient. Ah oui, 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 oui. Bien ce Jacques. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer ici ? Demandait invariablement Philippe, faussement candide, au phénomène qu'il rencontrait après les réunions de travail, aux terrasses des cafés de la rue Colbert. Je préfère avoir la mer, le soleil, la tranquillité et de belles nanas qui se contentent de rouler dans ma 204. Parce que le malgache, il vit dans des planches en bois et de la tôle. Et encore, quand il en a les moyens. Il faut avouer que pour nous, Français, on est les rois du pétrole. Il y a beaucoup de retraités qui vivent à Diego. Des anciens militaires, des anciens tout, beaucoup de retraités, j'ai remarqué. Parce qu'avec leur retraite en France, ils vivraient minablement, ils mangeraient limite des croquettes de chien, et ici, ils vivent comme des patachons. Là-bas en France, ils sont juste vieux, et une fois ici, ils sont riches et beaux. Peu à peu,
Philippe se laisse gagner par le dégoût. Dans les bars interlopes de la ville, les dragues auxquelles il assiste font poindre chez lui un sentiment de honte. Un malaise proche de la nausée. D'abord effrayé, son assistant Amaury, un jeune loup sans scrupules de 24 ans, succombe finalement au chant des sirènes nocturnes de Diego. Sur le moment, quand je suis entré, j'ai trouvé ça minable, ringue comme tout, avec la boule à facettes centrale, les néons, les toiles cirées sur les tables. Et puis en fait, au fur et à mesure de la soirée, on finit par s'habituer. On finit par plus voir ça comme on le verrait en France. Ici, ça devient différent. Je sais pas trop comment dire. C'est même bien ce groupe qui joue en direct plutôt qu'un DJ qui passe des CD. Diego, il ne faut pas oublier que c'était une ville militaire. Ça festoyait beaucoup et c'est resté. Diego, c'est une ville de fête. Ça vit le soir. C'est une pulsation. C'est pour ça que c'est dansant. Parce que la grosse caisse, boum, 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 ça se met en adéquation avec le battement du cœur. Cette musique sulfureuse, hypnotique, réveille les démons enfouis. C'est le Saleg. C'est une danse assez sensuelle parce que ça trémousse. L'Européen dirait que ça trémousse, mais ça bouge beaucoup des hanches, quoi, en fait. Il y a beaucoup de sensualité dans le Saleg. Voilà. Alors ça rapproche forcément. Dans ce lieu où les corps se frôlent et les frontières se brouillent, Nicolas Fargue réalise que tout n'est qu'apparence et faux semblant. Les étrangers cherchent de jeunes femmes à séduire et elles ne rêvent que d'argent à soutirer pour s'extirper de la misère. Et si Philippe faisait lui aussi partie de ce jeu de dupes? Et si derrière son rôle d'observateur accommodant, il n'était pas tout simplement lâche? Comme un besoin de s'éloigner de cette moiteur suffocante, Philippe réserve une excursion touristique sur la bien nommée mer d'Émeraude. À quelques kilomètres des dernières terres habitées, le paradis se fait purgatoire. C'est ici qu'on peut vraiment libérer notre parole, plutôt que chez nous, sur la terre ferme. Ici, c'est propice à la réflexion. Il n'y a pas de bruit, ni d'agitation autour. Sur la plage de Nossi-Suarez, Philippe rencontre Mathilde, une jeune touriste qui s'offre ses toutes premières vacances. Contrairement à lui, l'ingénu porte un regard vierge sur son périple. Une candeur propice à la confession. Mathilde, pour Philippe, est digne de cette confiance parce qu'elle vient d'arriver, elle a la fougue de la jeunesse et l'innocence de l'inexpérience. Donc il était face à ce qu'il considère comme quelque chose de plus pur que lui-même et c'est toujours plus facile de se dévoiler face à quelque chose que l'on considère être meilleur que soi. Que lui avait-il dit de si choquant qu'il ne se disait lui-même chaque jour? Que l'émission d'écoute et partage était vaine, qu'il doutait fort que l'on se comprenne un jour entre le Nord et le Sud, et qu'il ne remercierait jamais assez l'argent européen qui le faisait vivre, de lui permettre le luxe de tant de cynisme. Cet extrait reflète une vérité toute haute que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que bien de missions, bien de venues sont ici, sous divers prétextes, mais est-ce qu'ils atteignent vraiment leur but annoncé? Ça, seuls les concernés y répondront vraiment. Et en voyant toute cette belle nature de plage, d'eau émeraude et tout, ça fait encore plus de contraste avec la noirceur qu'il a fui, mais qu'il a fini par amener avec lui et qu'il voit encore chez les autres.
Madagascar inflige à Philippe une gifle salvatrice. Aussi sublime soit-elle, l'île confronte le Français à l'absurdité de l'existence humaine. Il fuit et il essaye de se repentir, il essaye de trouver mieux, d'avoir un rêve, mais je pense que jusqu'à la fin, c'est un peu un désir inassouvi, une frustration, en veux-tu, en voilà. En tout cas, une plage est toujours un aboutissement face à un horizon qui est une ouverture. Donc, son rade terminus est peut-être le début de quelque chose. Thomas Chauvineau, lui, a plongé les yeux dans un autre livre sur Madagascar, celui de Robert Drury. Cet homme a connu un naufrage alors que l'île était encore sauvage. Il a été secouru et personne n'a cru à son histoire. C'est le clin d'œil. Assis dans une taverne de Londres, il raconte son histoire à qui veut l'entendre. Nous sommes dans la Old Tom's Coffee House au XVIIIe siècle, avec Robert Drury qui est en boucle sur ses années passées à Madagascar après son naufrage. Un livre a même été édité, Madagascar ou le journal de Robert Drury. Il a 13 ans quand il embarque à bord du The Grave, lequel, pas de bol, coule à pic pas loin des côtes de Mada. La centaine de survivants se retrouve sur le territoire des Trandoy, une ethnie qui contrôle une grande partie de l'île et qui n'a pas forcément envie de faire ami-ami. Les naufragés tentent de s'enfuir, mais ils ne connaissent pas la région, plutôt sauvage à l'époque. Ils sont poursuivis par 2000 soldats aguerris, ils n'ont aucune chance. Ils sont rattrapés, massacrés, sauf 4 d'entre eux, dont Robert Drury. Le voilà parti pour 16 longues années sur l'île. Drury racontera tout dans son livre, les noms des villages et des montagnes, des légumes qu'il mange, des tribus ennemies, et franchement, sa vie à Madagascar est loin d'être un long fleuve tranquille. Obligé de faire la guerre, il passe d'une tribu à une autre au gré des victoires et des défaites, asservi, torturé, à côté, Robinson Crusoe est en séjour all inclusive. Robinson, justement. Au moment où Robert Drury réussit enfin à s'enfuir pour regagner l'Angleterre, Daniel Defoe publie son roman. L'histoire, à peu près inventée, d'un rescapé à peu près inventé sur une île à peu près inventée. Alors quand Robert Drury commence à raconter sa propre histoire au Old Tom's Coffee House, personne n'y croit vraiment. « Eh, on nous l'a déjà fait, faut pas nous prendre pour des cons, hein ?» D'autant qu'on s'interroge, ce gamin qui n'est pas allé à l'école, qui sait à peine lire, comment s'y est-il pris pour écrire un journal ? Beaucoup y voient la plume de Defoe, qui aurait trouvé là matière à faire un tome 2 à son Robinson. Et pendant longtemps, Drury est passé pour un gros mytho. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'un archéologue britannique, Mike Parker Pearson, retrouve les restes du village si précisément décrits par Robert Drury, ainsi que le site de l'épave, pour apporter la preuve que son récit, c'était pas du pipeau. On risque de mettre en PLS celles et ceux qui ne peuvent pas se passer de Wi-Fi plus de 13 minutes. Je vous emmène maintenant dans les montagnes de l'Ariège, auprès d'hommes et de femmes pour qui un autre monde est toujours possible. Eux, ce sont les hippies, les chevelus, les déguisés, les indiens, les néo-ruraux, comme les appellent les services officiels. Ils sont 200, 300, peut-être 1 millier dans ces montagnes de l'Ariège, une véritable colonie de repeuplement que les comptables d'État ont du mal à répertorier. Qu'importe, ils redonnent vie au pays. J'ai traîné mes guêtres parce que je voulais pas me plier aux exigences de notre monde. Et petit à petit, je me suis retrouvé dans l'Ariège. Et puis j'ai trouvé que le pays était bien. Ce pays d'Ariège, où l'on se sent bien, dense et feuillu, s'étend des portes de Toulouse jusqu'aux frontières espagnoles. Avec la chaîne des Pyrénées en barrière, l'Ariège, souvent perçue comme une terre fermée et impénétrable, est pourtant tout autre. Depuis des millénaires, les populations venues s'y réfugier ont enraciné la culture de l'entraide et de la solidarité. L'Ariège est devenu au fil des siècles un bastion de visionnaires prêts à s'installer et se retrousser les manches pour inventer de nouvelles manières d'habiter et de vivre à l'écart des formes d'oppression. À
À la préhistoire, des hommes, déjà très chevelus, se sédentarisent grâce aux activités de chasse et de pêche. Des basses vallées, en remontant vers l'école jusqu'au lac de Bethmal, une forêt enchantée semble ouvrir ses bras. On est dans un pays sauvage. Il y a la forêt, il y a la montagne, il y a un climat rude, il y a des saisons qui changent, il y a un climat qui change brutalement. Mais là-dedans, il y a aussi quelque chose, c'est que si la forêt est rude, elle est aussi une forêt nourricière. C'est là que les bêtes vont paître, c'est là qu'on va trouver de quoi glaner, on va ramasser, on va faire de la cueillette et on va chasser. La présence de limons fertiles favorise le travail de la terre, tandis que des orifices aux dimensions hors normes permettent de fixer les habitats. Il y a des abris de roches. Et là, depuis le néolithique, les populations se sont installées sur ces abris. Ils ne vont pas dans les grottes, ils se mettent devant les grottes. Il y a les premières implantations d'habitats, de cabanes, les premières implantations agricoles aussi. C'est ce qui explique que l'Ariège a été en quelque sorte accueillante. Accueillante pour ceux et celles prêts à vivre une existence frugale. Difficile de prospérer sur ces versants. Cette terre, jusqu'au XVe siècle, elle jouxte le monde arabo-musulman. Et c'est une terre qui est hostile, où on laisse les populations locales vivre, s'implanter. Ce n'est pas une terre qui est riche, qui peut rapporter aux seigneurs des droits, des taxes. Non, c'est une terre où les gens vivent et essayent de se développer. Quand on voit les Sarrasins, ils font une escapade à Poitiers, mais ils ne s'arrêtent pas en Ariège, ça n'a aucun intérêt. Donc ce n'est pas une terre de conquête. Le pays ariégeois devient peu à peu un territoire d'insoumission. Les Cathares, seigneurs dissidents de l'Église catholique, s'y cachent pour échapper à la persécution du roi de France. Des petits châteaux et des hameaux se transforment en bases de repli stratégiques. Des communautés éparpillées dans les vallées sans racines, des réseaux d'entraide et de soutien se tissent. Un esprit de cohésion qui atteint des siècles plus tard son apogée. C'est la dernière étape avant la frontière espagnole. Encore 7 heures de marche. À 1395 mètres d'altitude, le col de la Cor est l'une des voies de passage les plus empruntées à la fin des années 30. Le col de la Cor, cette partie des Pyrénées, les Pyrénées, c'est une frontière naturelle, c'est une barrière entre l'Espagne et la France. C'est à partir de la guerre d'Espagne que c'est devenu une frontière politique entre le camp fasciste Franco et les républicains espagnols antifascistes. Tantôt voie d'arrivée ou de départ, les montagnes ariégeoises deviennent une terre d'accueil pour les Espagnols qui foulent le sol français de manière clandestine et anonyme, aidés par des locaux. L'entraide se renforce et la réputation des passeurs ariégeois grandit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quiconque souhaite fuir l'oppression peut compter sur eux. Ils se mettent un mouchoir dans le dos et ils prennent la nuit les chemins pour essayer de se suivre et de se reconnaître. Ils prennent ce chemin du col de la Cor et ils montent pour aller au Vallier. Et c'est à partir du Vallier, c'est-à-dire dans la haute montagne, qu'ils peuvent redescendre. On peut dire qu'en Ariège, il y a eu sur le chemin de la Liberté à peu près 780-800 passages. On trouvait des soldats anglais, des soldats canadiens, des soldats polonais, des Tchèques. Mais il y avait aussi des Juifs qui fuyaient la persécution des nazis. Et il y avait aussi des résistants, des Français, tout simplement des citoyens qui refusaient la défaite et qui voulaient intégrer l'armée d'Afrique du Nord pour aller combattre les Allemands. Au col de la Cor, chemin de la Liberté, le mode opératoire est toujours le même pour les fugitifs. On progresse dans la peur et l'effort,
et les passeurs tissent les maillons d'une grande chaîne humaine. Les passeurs d'ici, ce sont des bergers, ce sont des paysans, ce sont des locaux. Beaucoup de passeurs l'ont fait sans vouloir être payés. Au départ, ils n'étaient pas organisés. C'était un élan humain quand il y avait quelqu'un qui voulait passer. Mais devant la répression, surtout à partir du 11 novembre 1942, quand les nazis ont envahi la zone sud et qu'ils ont déclaré toute cette zone interdite, sauf aux habitants. Donc, à partir de là, le danger était plus grand. Il fallait se constituer en réseau. Les maquis montagnards se multiplient et s'organisent. Les Ariégeois sont des insoumis et les espaces qu'ils habitent deviennent des îlots de rébellion où de nouvelles vies peuvent s'inventer. L'écho de ces vies insubordonnées se répand hors de la région. On les appelle à présent les utopistes ou les hippies. En rupture avec la société de consommation, une nouvelle vague d'exilés débarque dans les montagnes ariégeoises dans les années 70. Dans une des vallées du Couserans, le village de Massat est leur point de ralliement. D'ici, les nouveaux arrivants peuvent partir repérer au loin les maisons et hameaux inhabités. Après la guerre et l'exode rural, les habitats en pierre s'achètent pour une bouchée de pain. La recette d'un bon départ pour expérimenter des modes de vie alternatifs. Tu te rappelles quand on montait les bouteilles de gaz? Non, moi de non. pommes de terre. Moi non. Les courses les samedis. Les blocs de sel, moi je montais mes 15 kilos quand même. Plus les gosses devant, les sacs à dos derrière. Ah, c'était des sports quand même de monter la maison. Motivés. Suzanne et Gérard sont venus d'Allemagne au début de leur vingtaine pour s'installer dans une communauté autogérée, accessible seulement après une longue marche dans la forêt. C'est l'arbre de Géraldine, ça. Andreas est le dernier habitant de la maison. Ah, eh ben, bienvenue. Ça fait longtemps, dis donc. Allez, hallo. Na, wie geht's? Impeccable, tu vois bien. Quand on est arrivé là, on se dit waouh, c'est pas possible. Dans une maison qui était vide pendant 10 ans, abandonnée. On n'était pas des fanatiques du travail productif, on était des fanatiques d'une certaine qualité de vie plutôt. De vivre les journées paisiblement, et c'est tout. C'était pas toujours facile, parce que la vie simple, comme ça, parce que cette maison n'avait pas l'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien. Il y avait les portes, il y avait les fenêtres et une cheminée. Et c'est tout. Débrouillez-vous avec ça. Il faut quand même avoir un minimum de courage pour vivre là toute l'année, pour passer l'hiver, tout ça, avec tout ce que ça implique. Les Ariégeois de la vallée, d'abord un peu surpris, acceptent finalement ces nouveaux voisins peu conventionnels. Les anciens du pays, ils nous ont montré quand même comment couper le foin, et comment faire sécher le bois, à quelle époque le couper, comment jardiner, parce qu'on venait tous de la ville, on n'avait aucune notion de jardinage ni de quoi que ce soit, quoi. Donc on a tout découvert ici, petit à petit. Notre communauté, elle était spéciale. On n'avait pas de chef, déjà. On n'avait pas de plan de travail. On n'avait rien. Chacun était libre de faire un peu ce qu'il voulait, sans opposition de qui que ce soit, en fait. Pendant 10 ans, Suzanne, Gérard, Andreas et d'autres Allemands expérimentent cette vie utopique. À présent, la bâtisse rénovée demeure l'écrin du rêve d'Andreas. Moi, je sens un grand bonheur. Je me dis, purée, t'as bien passé ta vie, hein. Je me sens super bien ici. Je l'avais abandonnée un peu, cette maison. À un moment, j'avais presque plus le courage de faire quoi que ce soit là-dedans. Et après, je me suis dit, mais non, retourne là-haut. C'est là ta place, c'est pas ailleurs. Et maintenant, je suis là et je me dis, purée, t'es bien là. La plupart des communautés autour de Massat disparaissent à la fin des années 80, essoufflées par cette vie en marge. Mais la critique du système dominant,
et l'espoir qu'un monde meilleur est possible s'accroche au flanc des montagnes. 20 ans plus tard, un nouveau retour à la Terre s'opère. Les jeunes citadins arrivent en masse et s'établissent en Ariège avec en tête l'urgence écologique de vivre autrement. Donc on prend la paille, on la torsade et on vient la mettre comme ça, derrière la banche, dans le fond. Et on tasse, voilà. Ils sont la dernière génération d'utopistes ariégeois, plus pragmatiques que rêveurs. Manon, une jeune architecte, s'installe il y a quelques années pour encadrer des chantiers collectifs autour de la ville de Saint-Giron. Pour moi, c'était un truc de hippie, la paille. Je ne m'étais pas jamais intéressée à la paille, il n'y avait rien pour se renseigner sur la paille. Je ne savais pas, la paille, la terre, pour moi, c'était un truc de gens là dans leur montagne. Et du coup, je ne m'étais jamais intéressée à ça. Et donc, je suis sortie de l'école en me disant, du coup, je ne veux pas faire d'architecture. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que le béton et ça ne m'intéresse pas de faire avec du béton de ciment, quoi. Et en fait, c'est en venant ici, en découvrant une maison en paille, que je me suis dit, waouh, en fait, c'est génial. Pouvoir construire soi-même son habitat et avec des matériaux qui sont sains, et des matériaux qui sont locaux, et des matériaux qui sont vraiment... la paille, c'est le meilleur des isolants. La terre, ça apporte un confort incroyable à l'intérieur, dans l'ambiance, dans la manière dont ça gère l'humidité, tout ça. En fait, c'est même pas militant, ça devrait être évident, quelque part. Ils viennent de France et d'ailleurs pour se former sur les chantiers. La population a même légèrement augmenté dans le département ces dernières années. Ils sont plus de 90 nationalités à inventer et expérimenter sur ces terres. Ça a été tellement de moments de joie, de partage, de trucs qui vont se continuer du coup, parce que de personnes qui sont venues et puis ensuite qui veulent continuer dans leur maison à faire. Donc là, ça crée ce truc du réseau où en fait, c'est des graines qui s'essaiment, quoi, que ça se reproduit et puis ça va en grandissant, quoi. Est-ce que vous avez déjà mangé des fourmis ? Parce que c'est ce qui vous attend aujourd'hui dans Papille, au Brésil, du côté de Manaus. Un petit accompagnement bourré de protéines pour une recette pêchée directement dans le Rio Negro par Seoka, notre cuisinière du jour. Bonjour, bienvenue chez nous. Ici vit notre communauté Tatuyo. Moi, je m'appelle Seoka. Je suis de l'ethnie Guanana. Je vais vous montrer nos aliments, nos recettes et comment on prépare une quignon pira, notre plat préféré que l'on mange avec du manioc. Le manioc, c'est la base de notre alimentation, pour nos enfants, pour toute la famille. Alors il faut vraiment bien s'en occuper pour être sûr de ne pas en manquer. On désherbe pour qu'il pousse plus vite. Le manioc sauvage ne peut pas être mangé directement. On doit en faire de la farine ou des beijus, des galettes de manioc. Ici, je plante beaucoup de piments. Là, comme on est en été, ils ont un peu chaud. Ils mûrissent. J'en ai planté ici et là. Maintenant, on va aller pêcher. On pêche tous les jours, pour le petit déjeuner ou le déjeuner. Et maintenant, on attend ? Oui, on verra qui en attrape un le premier. C'est un pacou. On va le mettre dans notre quignon pira. Ça, c'est notre four. Il nous sert à fabriquer les beijus, nos galettes de manioc, et aussi la farine. Et avec ça, je peux râper la racine du manioc. Là, je fais cuire les manivaras. Ce sont des fourmis. Vous pouvez les goûter. Ces fourmis, je vais les attraper loin dans la forêt. Il faut beaucoup marcher. Là, nous sommes dans la Maloca. C'est notre espace commun pour la famille, pour toute la communauté. On se réunit ici pour faire nos cérémonies.
où fabriquer notre artisanat. C'est aussi ici que je cuisine. Je relance le feu à chaque fois pour faire cuire le poisson. Je vais ajouter les poissons qu'on a pêchés aujourd'hui à ceux de la veille. Dans cette recette, l'ingrédient principal, c'est le piment. La quinhanpira, c'est vraiment simple. C'est du poisson avec de l'eau, des piments et du sel. C'est tout. Il faut 1h30 pour que ce soit bien cuit. On ne peut pas se passer de la quinhanpira. On en mange dès le petit déjeuner et aussi pour le repas du midi. Dès qu'on arrive à pêcher du poisson, on en fait. Je m'appelle Julia, j'ai 14 ans et je viens souvent aider ma tante à cuisiner. Moi, j'aime bien la cuisine pour pouvoir discuter. C'est vraiment le moment où on peut bavarder. Tous les matins, je vais à l'école et l'après-midi, je fais mes devoirs et j'aide la communauté s'il y a besoin. Il y a toujours des choses à faire. Et souvent, l'après-midi, si j'ai du temps libre, je joue aussi au volleyball sur la plage. C'est bon. On peut manger. Je vais l'apporter là. On va le servir avec la farine de manioc et les fourmis. Ça a beaucoup de goût. La quinhanpira de ma mère est vraiment bonne. C'est un de mes plats préférés. Il y a beaucoup de piment. Ça va très bien avec le poisson. Et un peu d'aloua, notre boisson au riz fermenté. C'est très fort. À Pâques, vous pratiquez peut-être la chasse aux œufs. Dans la forêt, on chasse les champignons. Et au Japon, la pratique est plus inattendue. Vous allez voir, direction Kyoto pour en savoir plus. Dans l'ancienne capitale impériale, Kyoto, la grande histoire du pays fait la fierté de la population qui défile en costume d'époque. Parmi elles, les samouraïs qui s'affrontaient à coups de sabre. Une arme sacrée dont la privation au fil des siècles fut vécue comme une profonde humiliation. Shizuka Tokoyuki, le spécialiste du katana, le sabre japonais, nous initie à la dévotion qu'inspire cette arme dans l'archipel. Lorsque l'on inspecte un katana, la première chose à faire est de s'incliner pour saluer, afin de présenter ses respects au katana. Les katanas représentent les âmes des samouraïs. Ils ont un lien très étroit avec la civilisation japonaise. Au XVIe siècle, le royaume est divisé en plusieurs clans guerriers. L'un d'eux est dirigé par Oda Nobunaga, un puissant seigneur qui doit affronter les sabres de ses ennemis. À cette époque, tous les temples du pays avaient des moines soldats qui se révoltaient et créaient du désordre. Les principaux temples de Nara et Kyoto possédaient des katanas, mais ils en fabriquaient également.
Et ces moines se soulevèrent avec des paysans et des nobles locaux contre Oda Nobunaga et lui opposèrent une résistance importante. Il fallut à Nobunaga près de 10 ans pour parvenir à étouffer ces soulèvements. Pour venir à bout de cette révolte de moines paysans, appelée Ikoiki, Nobunaga réduit en cendres le temple Enryakuji de Kyoto. Nobunaga massacra près de 2000 personnes, des moines, des érudits, mais aussi des femmes et des enfants. Par la suite, les différents pouvoirs en place tentèrent de contrôler et de confisquer les sabres qui étaient aux mains des populations. Commence alors ce que l'on appelle une chasse aux épées pour empêcher que des forces contestataires ne se rebellent. Ceux qui osent tenir tête au régime et refusent de rendre leurs armes sont condamnés à mort avec leur famille. Pour amadouer la population, Hideyoshi, le successeur de Nobunaga, trouve une idée pour justifier son opération. Hideyoshi fit bâtir le temple Hokoji, où il avait décidé de faire construire une grande statue du Bouddha. Il fit croire au peuple que les armes saisies allaient être utilisées comme matériaux pour la construction du temple. Et ces explications s'appuyèrent sur la foi des populations. Cette politique aboutit à la pacification du Japon et à son unification. De nombreux siècles plus tard, la chasse aux épées se répète. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la capitulation du Japon et durant l'occupation par les soldats alliés, par une mesure de 1945, les Américains interdisent aux Japonais la possession d'armes à feu, mais aussi d'épées. Japs give up their precious samurai swords, legendary symbols of the Jap warriors' power of life and death over commoners. Le général MacArthur affichait le même mépris pour tous les sabres, et il les qualifiait d'armes barbares. Et c'est à ce moment qu'eut lieu une chasse aux épées d'une envergure que le Japon n'avait encore jamais connue. À la suite de cette mesure, plusieurs centaines de milliers de sabres sont saisis par les Alliés et la police nippone. Certains d'une immense valeur historique et transmis depuis des générations. La population japonaise est ulcérée. Pour les Japonais, c'était un événement tragique. Les gens qui essayèrent de cacher des sabres et d'échapper à cette confiscation systématique furent traités de façon extrêmement sévère par les forces d'occupation lorsqu'elles étaient découvertes. Les Alliés pouvaient organiser des fouilles méthodiques allant jusqu'à utiliser des détecteurs à métaux. Et s'ils trouvaient un sabre qui avait été caché, les personnes pouvaient être fusillées. Mais certains refusent de se soumettre et sont même prêts à commettre l'irréparable. Plutôt que de les donner, certaines personnes firent le choix de les briser et on perdit alors de précieux sabres. Mais pour eux, c'était toujours mieux que de les remettre aux Américains. Tels de vulgaires marchandises, les sabres sont entreposés dans les hangars des bases de l'armée américaine. Une grande partie fut détruite. Beaucoup furent jetés à la mer ou encore fondus. De célèbres katanas japonais ont été emportés aux États-Unis. Les militaires les ramenaient comme trophées de guerre ou comme souvenir pour quelqu'un. Dans les années 60, les Américains assouplissent le régime imposé au Japon. Les sabres sont désormais considérés comme des œuvres d'art, mais ceux saisis au lendemain de la guerre ne seront jamais restitués à leurs propriétaires. Retour à la devinette. En début d'émission, je vous demandais pour quelle raison stupide le massacre de Glencoe en Écosse avait eu lieu. Eh bien, c'est à cause d'un papier administratif rendu hors délai. Évidemment, pas n'importe quel papier. À la fin du XVIIe siècle, Guillaume III d'Orange, qui est protestant, craint une rébellion des catholiques.
Il ordonne donc à tous les chefs écossais de lui prêter allégeance avant le 1er janvier 1692. Seulement voilà, les distances sont longues et le chef du clan des MacDonald de Glencoe met du temps à trouver le shérif le plus proche. Il signe le 6 janvier au lieu du 1er. Un retard qui ne passe pas du tout. En février, le roi ordonne le massacre du clan. Et, ironie du sort, ces soldats seront invités à table et hébergés pendant 2 semaines chez les MacDonald avant de les tuer. Fist bald.